Bonjour à tous, donc je m'appelle Adrien Verly, je suis expert en simulation chez Keonis. Bienvenue au webinaire Pourquoi utiliser la simulation dans le développement de dispositifs médicaux, donc organisé par Keonis et présenté par Dassault Systèmes. Je vais laisser directement la main à Philippe pour présenter le webinaire, donc Philippe et Dassault Systèmes. Et je finirai par une petite présentation de Keonis. Donc n'hésitez pas à poser vos petites questions en bas à droite dans l'onglet chatter. Et voilà, écoutez, bon webinaire à tous. Oui, bonjour. Donc, je suis Philippe Guilloux d'Assaut Systèmes et je vais vous présenter ce webinaire sur la, comment dire, la simulation numérique dans le domaine du medical device. Alors, est-ce que on voit mon écran? C'est bon? Oui, c'est très bien. D'accord. Je cache ça. Ok. Ok. Donc, pourquoi utiliser la simulation dans le développement de dispositifs médicaux? Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons avoir un aperçu de ce qui est déjà réalisé en simulation dans le domaine des sciences du vivant et pour quels bénéfices. Alors, même si je ne rentre pas dans les détails de chaque application, vous n'hésitez pas à revenir vers nous à la fin de la présentation ou par la suite pour avoir plus d'informations sur vos cas particuliers. Donc, je commencerai par vous présenter la présence de Simulia dans le domaine des sciences du vivant et ainsi que les technologies mises en œuvre dans ce domaine. On verra ensemble aussi le processus de validation d'une prothèse de hanche et l'amélioration de la durée de vie d'un stent. Et on enchaînera avec des exemples dans le domaine de l'orthopédique, le dentaire et sur les éléments chirurgicaux et médicaux. On verra aussi deux domaines physiques particuliers, donc ce sera l'électromagnétisme et le fluide. Et je laisserai ensuite la parole à Kionis qui va faire la conclusion de ce webinaire. Donc, si j'attaque la présentation avec la simulation dans le domaine des sciences du vivant, donc une rapide introduction à ce sujet. Donc, la nature a évolué pendant des millénaires et la science nous aide maintenant à en tirer parti durablement. Donc, par biomimétisme, nous allons concevoir de nouveaux matériaux aussi légers et résistants que la soie d'une toile d'araignée. Et aussi, on peut tirer parti d'algues marines unicellulaires, comme les diatomées, pour concevoir et fabriquer des matériaux extrêmement résistants et poreux que l'on va pouvoir utiliser dans des filtres, dans des résines, des isolants et même au niveau des capteurs des panneaux photovoltaïques. Donc en étudiant le laboratoire R&D qui est la nature, on peut profiter des résultats de milliards d'années d'essais et d'erreurs pour atteindre un objectif fixé dans les domaines du science du vivant, mais aussi dans les matériaux. On peut aussi le faire de manière durable en utilisant la technique de fabrication additive qui ressemble étroitement aux méthodes qui sont utilisées dans la nature, c'est-à-dire de l'auto-assemblage. Chez Dassault Systèmes, on catégorise la simulation dans le domaine du science vivant en trois catégories. Donc, on a d'abord la partie pharmaceutique et biotechnologie. Donc ici, on va inclure tous les agents chimiques ou biologiques pour traiter des maladies. Donc la simulation est largement utilisée dans ce domaine, notamment pour modéliser l'interaction entre les molécules chimiques et le corps humain, et aussi la conception des processus industriels de fabrication. Plus récemment, la simulation se développe pour les domaines du conditionnement et des moyens d'administration des médicaments. Le deuxième domaine, c'est les dispositifs médicaux qui vont inclure tous les instruments ou les implants pour le diagnostic ou le traitement de maladies qui n'entraînent pas de changement chimique dans le corps humain. Donc essentiellement, ça va être les dispositifs médicaux qui vont travailler mécaniquement, thermiquement ou électromagnétiquement. L'usage de la simulation est déjà bien établi pour le développement de traitements plus sûrs et efficaces, mais on peut encore aller beaucoup plus loin dans son utilisation. Le dernier segment, c'est les soins aux patients, qui va rassembler toutes les cliniques, les hôpitaux et tous les centres de soins dans lesquels les patients sont admis.
Actuellement, l'usage de la simulation dans ce segment est limité, mais en constante augmentation pour le diagnostic des pathologies, le planning préopératoire. Il y a aussi la formation et l'entraînement des chirurgiens. Et il y a un aspect pédagogique pour l'information des patients lorsqu'ils vont subir une opération chirurgicale, par exemple. Donc la simulation jouera un grand rôle dans ce segment dans le futur, car la médecine de précision se développe et il y a aussi la médecine personnalisée qui est en constante augmentation. Donc la question, c'est pourquoi maintenant? Parce que tous les éléments s'assemblent avec tout d'abord le support des autorités. Donc, il existe un fort intérêt des autorités régulatrices pour la simulation numérique, notamment au sein de la FDA. Par exemple, Tina Morrison, qui est directrice adjointe de la division mécanique appliquée, qui est intervenue à notre interface utilisateur pour présenter les travaux réalisés au sein de son service. Le deuxième point, c'est la pression du marché. Donc, il faut réussir à faire un produit le plus performant possible au meilleur coût, mais surtout le challenge, c'est de réussir à faire bien du premier coup pour réduire les délais de développement et aussi les coûts. Le dernier point, c'est la technologie. Donc la maturité des technologies et les moyens de calcul haute performance permettent d'avoir une meilleure connaissance des produits avec une réduction des temps de développement. Certaines avancées comme la médecine personnalisée sont encore en cours de développement, mais les choses avancent aussi très vite dans ce domaine et il y a déjà des choses qui sont déjà disponibles sur le marché. La simulation est déjà utilisée dans des domaines comme l'aéronautique, le naval ou l'automobile depuis des dizaines d'années. Donc pourquoi ne pas en tirer parti et justement adapter ses connaissances et ses solutions au domaine du science du vivant. On voit un exemple ici avec un crash test de structure composite. On peut tirer parti des connaissances sur ces matériaux complexes pour modéliser le vivant avec par exemple les muscles, que ce soit dans le cœur ou sur le muscle pectoral, qui sont des matériaux qui sont très complexes. L'équipe Virtual Human Modeling de Simulia a créé une base de données pour les tissus en compilant les résultats de 195 articles. Donc vous avez des tissus comme les ligaments, les os, les tendons, tout ce qui est la peau. Donc, cette base de données rassemble aussi les informations sur les attraits à l'article, comme les auteurs, les titres et le type de tissu. Est-ce que c'est un tissu humain, animal, si c'est humain, homme, femme et quel âge? La géométrie et les méthodes utilisées pour extraire les propriétés mécaniques de ces tissus. La simulation est aussi fort utile quand les tests sont impossibles. Donc avec le projet Living Heart, nous avons cherché à reproduire virtuellement un cœur humain. Donc on voit ici les capacités des simulations multiphysiques et multi-échelles, combinant les comportements à la fois électriques, mécaniques et fluidiques. L'objectif étant d'être le plus réaliste possible pour comprendre le fonctionnement ou les dysfonctionnements du cœur, ou alors fournir le bon environnement de test avec les bons efforts et les bons déplacements appliqués sur le dispositif médical. On peut aussi par exemple prédire et prévenir les complications cardiaques ou simuler la pose d'un stent. Dans le futur, nous serons capables de mesurer les effets d'un traitement ou de recommander le meilleur traitement après une simulation sur votre jumeau numérique. On peut passer aux technologies mises en œuvre. Donc, si on regarde le portefeuille Simulia pour les sciences du vivant, au cœur se trouve le solveur élément fini qui est largement utilisé pour réaliser des simulations multiphysiques. Donc ça peut être des simulations de structure, de fluide, d'électromagnétisme, de thermique ou d'acoustique. Et une fois qu'on a les résultats de simulation, on peut passer à l'étape suivante pour connaître la durée de vie du produit. Donc la question c'est est-ce qu'il va le rompre? Et si oui, à quel endroit et à quel moment? On peut aussi aller plus loin avec le logiciel d'intégration de processus et d'optimisation de design. On peut par exemple capturer et automatiser les étapes de développement du produit, puis l'optimiser en faisant varier différents paramètres. Donc on va travailler sur des grandeurs géométriques, par exemple les rayons, des longueurs ou des épaisseurs, mais aussi sur des propriétés matériaux, en termes de modulation ou de densité par exemple. On peut ensuite réaliser une optimisation non paramétrique et obtenir des formes et topologies auxquelles vous n'auriez jamais pensé au début du développement. Et
on peut terminer par une analyse multicorps qui permettra d'avoir la bonne cinématique du produit dans son environnement et mieux comprendre les chargements qu'il subit. Donc ce portefeuille-là est essentiel pour progresser dans la chaîne en termes d'expertise en simulation et aussi réaliser la valeur de la modélisation et de la simulation pour le développement de dispositifs médicaux. Ces derniers temps, la simulation numérique évolue. On ne se contente plus de modéliser un équipement médical seul ou sur un banc d'essai, mais on souhaite prendre en compte son environnement pour se rapprocher le plus possible des conditions réelles d'utilisation. Dans le domaine cardiovasculaire, on s'intéresse aux interactions d'un stent avec une coronaire ou au comportement des électrodes de stimulation dans le ventricule pour choisir la bonne longueur ou à l'action d'un anneau mitral sur la valve mitrale pour réduire un problème de régurgitation. La capacité d'évaluer la fonction du dispositif médical et son comportement dans le cœur ouvre la porte à divers bénéfices. Alors, on n'est pas encore au point de faire des tests cliniques virtuels, mais on commence à faire de réels progrès pour que cela devienne possible. On peut aussi voir la pénétration d'une aiguille dans la peau ou l'effet sur l'os d'un arrachement d'une vis, par exemple. On peut enchaîner aussi avec le remodelage osseux consécutif à la pose d'une prothèse de hanche, comme ici, ou à l'apport de la simulation pour la médecine personnalisée et le choix du bon dispositif médical adapté à chaque personne. Donc, au final, la simulation va nous aider à concevoir de meilleurs produits plus efficaces et durables, à améliorer le niveau de confort du patient, à évaluer des scénarios qu'il aurait été impossible d'évaluer autrement, et à accélérer aussi le processus de personnalisation. Chez Simula, nous avons une expertise particulière et aussi la technologie pour modéliser la biomécanique des implants, où l'on doit non seulement prendre en compte le comportement mécanique de l'implant, mais aussi l'interaction avec les tissus humains, comme les os, les muscles ou la peau. Donc chacun de ces tissus présente un comportement fortement non linéaire, rendant leur interaction encore plus complexe. Et on peut avoir des exemples ici sur une prothèse auditive. Adrien, est-ce qu'on m'entend toujours ou pas? Il y a eu un petit problème dans 30 secondes, donc je pense que tu t'es Ouais, arrêté au moment des prothèses auditives. Si tu peux d'accord. reprendre à ce moment-là, s'il te plaît. D'accord, parce que j'ai des messages comme quoi je perds la connexion. Ok, donc au niveau prothèse auditive. Donc sur les prothèses auditives, des analyses multiphysiques ont permis d'améliorer la conception et de prendre en compte les caractéristiques vibroacoustiques de l'implant pour l'adapter à la morphologie des patients. On peut aborder aussi deux exemples à l'extérieur du domaine classique du biomédical. Donc, la première application est la prédiction de la survenue d'une lésion cérébrale suite à des chocs répétés. Donc, c'est un sujet d'actualité pour le football américain, mais aussi pour le rugby, par exemple, chez nous. Donc, pour faciliter de telles analyses, un modèle de crâne et de cerveau très fin ont été développés. Ils peuvent aussi être utilisés pour optimiser l'implantation sur le crâne de capteurs pour suivre l'efficacité de traitement de patients souffrant d'épilepsie ou d'autres troubles neurologiques. C'est un peu la même idée qui a été suivie pour le second cas d'application où on voit la simulation d'un vêtement sur le corps humain. L'idée dans un premier temps, c'est effectivement le confort pour éviter qu'il y ait des pressions trop importantes qui s'appliquent sur le corps. Mais aussi, on peut penser au choix de l'emplacement de capteurs directement sur le vêtement pour, relever tout ce qui est pression cardiaque, par exemple, rythme cardiaque, par exemple, pression artérielle et la température du corps. Ceci intéresse particulièrement les fabricants de dispositifs médicaux qui souhaitent développer des produits de soins personnalisés directement adressés aux patients. On a aussi dans le domaine pharmaceutique des applications qui sont à la limite entre le medical device et le pharma. Donc la simulation est utilisée ici pour comprendre et améliorer les processus utilisés pour la fabrication,
l'emballage ou les dispositifs d'administration des médicaments. Donc dans le premier exemple, on va s'intéresser à la porosité et aux variations de densité des comprimés qui vont déterminer directement leur intégrité physique. Donc, les solutions similaires sont utilisées pour modéliser les processus de fabrication de ces comprimés. On peut modéliser aussi le mélange des produits et leur transport qui vont faire intervenir des comportements mécaniques et thermiques complexes qui vont dépendre de la taille, de la forme et de l'agrégation des particules. Les fabricants de médicaments ont besoin aussi de savoir précisément quels paramètres affectent l'efficacité des produits et leur facilité d'utilisation. On doit aussi fournir une expérience satisfaisante pour le patient, ce qui implique de prêter attention au packaging et à la distribution. Donc la simulation multiphysique pour le thermoformage et les analyses de diffusion, d'humidité ou d'oxygène sont nécessaires pour minimiser la dégradation des produits, mais aussi pour améliorer l'expérience utilisateur. Et enfin, beaucoup de médicaments sont administrés à l'aide d'une seringue ou d'une pompe péristatique, qui dans les deux cas font intervenir des matériaux non linéaires et des analyses d'interaction flux-structure. Donc, on va voir les exemples de workflow. Donc tout d'abord, la prothèse de hanche. Donc, cet exemple est basé sur une prothèse de hanche, mais on pourrait très bien remplacer la prothèse par n'importe quel dispositif médical. Donc on va voir ensemble comment accélérer le business et comment révolutionner le soin apporté aux patients. Donc, je vais faire une rapide introduction du contexte pour la prothèse de hanche. Donc, les articulations de la hanche endommagées ou malades ont été remplacées par des articulations artificielles ou prothèses depuis la fin des années 50. Donc, c'est actuellement la plus commune des opérations orthopédiques. Pourtant, le niveau de satisfaction des patients reste encore insuffisant. Donc, le taux de remplacement total de hanche est très variable dans les pays développés. Donc, il est actuellement de moins de 1% aux États-Unis. Par contre, on voit que ce nombre d'interventions augmente du fait du style de vie qui change, avec notamment l'obésité et la sédentarité. Et le coût moyen en 2012 d'une telle opération aux États-Unis, c'était de l'ordre de 40 000 $. Donc, malgré les progrès qui ont été faits en conception et les tests qui sont réalisés, on constate encore des ruptures en fatigue des tiges. Et c'est pourquoi des tests en fatigue doivent être réalisés sur les prothèses. Donc, ces tests sont normalisés. Donc, on a la norme ISO 7206-4 qui inclut une flexion hors plan et des torsions. Et l'implant doit supporter au moins 5 millions de cycles. Donc, le coût et le temps pour réaliser ces tests de fatigue, ainsi que le nombre d'implants qui sont nécessaires pour l'essai, sont souvent un frein, alors qu'ils sont essentiels pour connaître la durée de vie et le facteur de sécurité associé à la prothèse. Donc, cependant, ces tests de fatigue permettent aussi d'améliorer la conception et la qualité du produit, avec notamment des travaux sur la géométrie, les matériaux, l'état de surface et les méthodes de fabrication. Donc, les simulations numériques associées à des tests physiques commencent à être acceptées par la Food and Drug Administration pour les approbations préalables à la commercialisation, mais malheureusement, les tests de fatigue sont encore trop peu utilisés aujourd'hui. Si on se focalise sur le process actuel, donc comme tous les patients sont différents, le challenge majeur concernant les implants de hanche est de s'adapter à chacun. Donc par exemple, la géométrie de l'os doit être prise en compte lors de la mise en place de la prothèse. C'est pourquoi un fabricant aujourd'hui de dispositifs médicaux conçoit environ 250 variantes d'un implant pour avoir celle qui correspond le mieux à un patient donné. Au cours de sa vie, l'implant doit supporter de très fortes charges. C'est pourquoi un processus de certification incluant des tests intensifs sur banc d'essai doit être réalisé. Et selon la norme ISO 7206, ces essais comportent 5 millions de cycles de charge sur un implant fixé dans du ciment. Donc, selon la fréquence des cycles, cela peut facilement aller jusqu'à 12 jours d'essai. Donc aujourd'hui, si on regarde le process actuel, les défis actuels sont tout d'abord qu'on a un processus de conception et de certification qui est très long et coûteux. Il faut avoir des implants de différentes tailles pour couvrir l'ensemble des patients. Et la sélection du bon implant pour un patient donné est basée sur l'expérience et aussi sur les suppositions. Et au final, on a un besoin d'accélération de la mise sur le marché. Donc la question, c'est comment la simulation peut justement aider à la certification et au processus de certification.
Si maintenant nous imaginons qu'on a un nouvel implant avec 200 géométries différentes, en suivant les règles de certification, chaque implant doit être testé sur une machine d'essai. Si on considère qu'il faut 12 jours par implant et qu'on a 40 machines d'essai, la certification va prendre 60 jours. Et les 60 jours, c'est à partir du moment où la géométrie de l'implant a été figée. Maintenant, si on travaille avec la simulation, ce processus va être réduit, va être raccourci. Donc chaque design n'est plus testé physiquement, mais virtuellement. Donc ainsi, grâce à la simulation, le temps de test par variante va passer de 12 jours à quelques minutes. Donc avec cette approche pilotée par la simulation, on va pouvoir identifier le cas, en tout cas la variante qui est la plus critique, mais qui passe encore les tests, et on va tester sur machine d'essai uniquement cette variante-là, et ce pendant 12 jours. Donc de cette manière, on va pouvoir réduire les temps de certification de 60 jours à moins de 2 semaines. Donc cette approche de test piloté par la simulation n'est pas encore acceptée par les autorités médicales et les organismes de certification, mais plusieurs grands fabricants d'implants sont en train de travailler sur ce sujet. Par contre, d'ores et déjà, vous avez un gain potentiel, c'est que au lieu de fabriquer un prototype, lancer les essais et constater qu'il casse, vous pouvez faire des tests virtuels sur les géométries. S'ils ne passent pas les certifications, modifier la géométrie et ça de manière automatisée et faire des tests jusqu'à ce que vous êtes certain que l'implant va passer les tests de certification. Un autre exemple, c'est l'application de la simulation pour un stent. Donc, on voit ici le workflow complet avec au départ l'analyse de contraintes lors de la mise en place et le déploiement du stent. On peut en déduire une durée de vie initiale qu'on peut chercher à améliorer avec une méthode d'optimisation paramétrique dans laquelle on va faire évoluer des paramètres comme la longueur de la branche, l'épaisseur ou le rayon. Et on va chercher à améliorer un critère, ça peut être la masse, le fléchissement maximal ou comme ici la durée de vie. On peut ensuite utiliser aussi une optimisation non paramétrique dont on voit ici une des méthodes qui est l'optimisation de forme, qui vient juste modifier la forme de votre géométrie en surface pour mieux répartir les contraintes. Et d'une manière générale, l'optimisation non paramétrique va vous donner des formes un petit peu organiques qui sont assez caractéristiques. Et on peut finir le processus aussi par une analyse de fiabilité qui, en tenant compte de la variabilité géométrique d'une artère, permet de savoir si le design que l'on a trouvé conserve son niveau de performance sur une large population. Ça ne sert à rien de faire un design optimal avec des performances très pointues, mais qui a un domaine d'utilisation qui est très très restreint. Alors, sans revenir complètement sur le workflow, si on regarde le processus pour le stent, la première étape à partir de la géométrie, c'est de venir réaliser la contraction du stent pour qu'il ait une taille suffisamment petite pour qu'il soit facile d'être inséré dans une artère. Ensuite, on vient le positionner dans une artère et on vient le gonfler, par exemple avec un ballon, pour le mettre en place. Ça nous permet d'avoir des contraintes et des déformations au niveau de la mise en place, mais aussi lors de l'utilisation, puisqu'on va utiliser des pressions variables qui vont reproduire en fait les variations de pression à l'intérieur des artères suite au battement cardiaque. Donc, si on se concentre sur des domaines d'application particuliers, avec tout d'abord le domaine orthopédique. Donc, on a un premier exemple ici qui concerne le remplacement de ménisques. Donc, le rôle du ménisque, c'est à la fois un rôle de cale et de stabilisant dans le genou, mais aussi un rôle d'amortisseur qui va permettre de distribuer les chargements entre le tibia et le fémur, ce qui le rend très sensible à l'usure. Donc, les solutions de remplacement pour un ménisque sont l'allogreffe, mais aussi les ménisques avec un biomatériau. Donc, le but de la modélisation est de comprendre la biomécanique du genou après l'opération. Donc, ça va nous aider à choisir la bonne forme, la bonne taille et les bonnes propriétés matériaux pour l'implant. On va aussi pouvoir comparer les techniques opératoires de pose et la résistance à l'abrasion et à l'arrachement du ménisque. Donc, sur ce slide, ce que vous voyez, c'est le process complet à partir de l'image du scan, la reconstruction de la géométrie, la mise en place du modèle, la simulation. On peut venir aussi comparer les résultats numériques aux tests physiques, aux essais que l'on a réalisés pour le mettre au point la méthode.
Un deuxième exemple ici, c'est la modélisation d'un pied. Donc l'idée, c'était d'avoir la cinématique réelle du pied au cours de la marche pour pouvoir évaluer la conception d'une chaussure, donc venir changer la géométrie de la semelle et aussi choisir les différents matériaux pour améliorer à la fois les performances de la chaussure et aussi le confort pour l'utilisateur. Chez Simulia, on a développé aussi des modèles musculo-squelettiques pour les membres inférieurs ou les membres supérieurs qui permettent de reproduire une vaste gamme de mouvements humains. Donc, pardon. Donc, pour mieux comprendre et améliorer le comportement des prothèses, par exemple, pour la hanche, le genou, les chevilles ou l'épaule. Donc, les paramètres de ces modèles peuvent être adaptés à un patient particulier pour avoir les caractéristiques des os, de la marche, des autres caractéristiques biomécaniques. Donc, cela nous permet d'avoir un bon environnement de test pour une prothèse de genou. Donc, on peut voir ici les pressions de contact qui s'exercent au niveau de la prothèse placée dans le genou. On a ainsi une vision réaliste des efforts qui s'exercent sur la prothèse et on est capable de dimensionner la prothèse. Dans le domaine du dentaire, on a plusieurs applications. Donc la première ici, c'est la greffe sur une mâchoire. Donc en utilisant la simulation, on peut aider les chirurgiens à sélectionner le bon implant avec un risque minimal. On peut prendre en compte des informations biométriques du patient, comme l'index de masse corporelle ou l'âge et la densité osseuse. De cette manière, le patient ne doit pas revenir pour subir une nouvelle opération, soit corrective, soit de remplacement de la prothèse, ce qui peut être un gros problème. La géométrie du patient en fait devient le point de départ de toute la simulation. Et la simulation de tels procédés met en œuvre aussi des disciplines qui doivent collaborer ensemble sur une plateforme. Et finalement, la fabrication additive va permettre de produire des implants ou des dispositifs médicaux personnalisés. Donc, ce slide va résumer le processus complet. Donc, à partir des scans que vous allez faire ou des images en tout cas que vous allez obtenir, on va pouvoir reconstruire par segmentation la géométrie. À partir de cette géométrie, on va construire le modèle pour faire l'analyse. Donc, la première analyse que l'on peut faire, par exemple, c'est de voir l'écoulement du fluide au travers de la structure poreuse. On peut aussi faire une analyse structure pour connaître les efforts et la durée de vie de l'implant. On peut aussi s'intéresser à la compatibilité électromagnétique de l'implant pour le patient et finir par le processus de fabrication, donc avec le choix de la bonne méthode pour la fabrication additive, et en tout cas celle qui va donner une distorsion minimale après refroidissement. Un autre exemple dans le domaine dentaire, ici, dans le cadre de ces implants, on peut modéliser le comportement osseux à long terme, comme la perte osseuse ou la régénération, qui peuvent apparaître en réaction justement à l'implant à l'intérieur du corps. Donc, de telles analyses ont été réalisées pour concevoir des implants plus efficaces, qui préservent l'intégrité osseuse et qui minimisent les risques de réopération. Donc, c'est ce que l'on voit ici avec une simulation numérique 3D tenant compte des efforts subis par l'implant positionné dans la mâchoire. Et l'analyse des contraintes et des formations permet d'anticiper ce remodelage osseux. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'image de gauche avec la comparaison avec ou sans l'implant osseux. Et on voit qu'on a des contraintes qui sont plus importantes avec l'implant, ce qui permet d'avoir un meilleur remodelage osseux à long terme et donc une meilleure stabilité de l'implant. Si on regarde les mécanismes pour les implants, les instruments médicaux et chirurgicaux, la première application, ça va être le mécanisme microcable pour une pince à biopsie. Donc la principale exigence ici, c'est d'avoir une réponse de la pince la plus progressive possible en fonction de l'effort appliqué par le chirurgien. Donc cela est directement lié au comportement des microcables à leur sortie du tube. Donc ils sont initialement incurvés et lorsque on va actionner la pince, ils vont fléchir ou se redresser.
et ce qui va créer des changements dans le ressenti de l'utilisateur qui est à l'autre bout de la pince. Un autre aspect à prendre en compte aussi, c'est l'interaction des microcâbles avec le rebord du tube et les forces de contact importantes qui peuvent apparaître, donnant lieu à des blocages, des micro-blocages, qui vont perturber la ressenti aussi de l'utilisateur. Donc, en donnant la relation entre l'ouverture, la fermeture de la pince et les efforts enregistrés à l'extrémité des câbles, la simulation numérique va permettre de voir l'influence de la longueur des branches de la pince, de l'emplacement de l'axe de rotation et aussi de la courbure et de la longueur des câbles. On peut s'intéresser aussi à la simulation encore sur les seringues. Donc l'idée ici, c'est de s'assurer de l'intégrité de la seringue au stockage et à l'utilisation. Donc on va pouvoir simuler l'initialisation d'une fissure et la propagation de la fissure au cours de l'utilisation. On a aussi des exemples avec un cathéter qui se remplit de fluide et qui va flamber sous le poids du fluide et s'assurer qu'il va résister à ce chargement. Dans le domaine du packaging, on va pouvoir simuler l'ouverture d'un emballage et s'assurer que ça se fait de manière souhaitée et que l'expérience utilisateur soit aussi intéressante. On peut aussi regarder l'intégrité des emballages au cours du stockage pour s'assurer, par exemple, que les dispositifs médicaux restent stériles à l'intérieur. La dernière application ici, ça va être sur les contenants. On va pouvoir simuler une chute d'une poche, par exemple, de sang ou de plasma pour s'assurer qu'elle ne va pas exploser au contact du sol. On va s'intéresser maintenant à deux domaines particuliers, donc c'est l'électromagnétisme et l'aspect fluidique. Donc en premier, pour l'électromagnétisme, donc les implants que l'on peut avoir, que l'on peut considérer, peuvent être aussi simples que juste des vis placées au niveau du crâne. Mais on peut se poser la question de quelle est l'utilité de faire de la simulation sur des implants aussi petits. Si on considère que les implants sont placés dans le crâne lors d'une opération chirurgicale, le chirurgien peut se poser la question de savoir quel est le résultat de cette opération, est-ce que c'est efficace ou pas, et souhaiter faire un IRM. Et à ce moment-là, il faut absolument s'assurer que lors de cet examen, les vis ne s'échauffent pas trop et ne deviennent pas dangereux pour le patient. C'est un peu la même idée avec les prothèses de hanche ou avec une prothèse de genou, les applications que vous avez ici. Une autre application concerne aussi les capteurs sans fil qui sont intégrés aux vêtements ou à des brassards. Donc la antenne émet un rayonnement qui doit rester inférieur aux normes en vigueur et c'est aussi le cas pour les prothèses auditives qui en plus sont proches du cerveau. Le dernier exemple ici concerne les stimulateurs cardiaques qui intègrent souvent une communication sans fil via une antenne qui rayonne. On passe aussi aux perturbations extérieures qui viennent influencer sur son fonctionnement. Donc, on parle souvent des plaques à induction, mais il y a aussi plus important, c'est tout ce qui est communication en champ proche, donc l'émission par les produits NFC. On a aussi on a vu l'interaction entre les dispositifs médicaux et les IRM, mais on peut se poser la question aussi de l'influence d'un IRM sur le corps humain. Donc un point important, c'est que nos solutions permettent de prendre en compte l'effet thermorégulateur du réseau sanguin pour avoir une meilleure image de ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Une autre application, c'est par exemple une montre connectée. Il y a de plus en plus de développements qui sont faits pour fournir à des patients des produits qui viennent s'adapter et qui viennent suivre des variantes comme le rythme cardiaque, la pression artérielle ou la température en continu. Donc ces dispositifs sont portés en permanence par les patients. Donc il est intéressant d'avoir la résistance de ces dispositifs à un choc, ce que vous avez sur la gauche,
ou d'avoir l'interaction entre le dispositif et la main, mais il y a un point particulier, c'est les émissions qui sont réalisées par les antennes qui sont à l'intérieur. Ceci est d'autant plus important que ce sont des dispositifs qui sont voués à être placés en permanence sur le corps humain. Le dernier domaine que l'on va voir ensemble, c'est le domaine de la fluidique. Donc on a la nécessité de prendre en compte l'interaction entre le fluide et la structure lorsqu'on travaille avec des dispositifs médicaux. Donc ça peut être pour des stents classiques ou des stents qui vont diffuser un principe actif dans le sang. Ça peut être pour des équipements de laboratoire, comme des malaxeurs, des mélangeurs. Ça peut être pour des pompes à insuline, par exemple, ou des pacemakers. On voit des applications aussi dans le domaine cardiaque, avec la simulation de la régurgitation sur une valve mitrale, ou juste la simulation du flux sanguin dans le cœur pour mieux en comprendre les fonctionnements, à des fins pédagogiques par exemple, ou pour mieux comprendre les dysfonctionnements. La dernière application ici, c'est une valve qui vient s'ouvrir et se fermer, c'est une valve artificielle qui est placée dans le flux sanguin. Un dernier exemple, c'est l'exemple de la seringue. Donc l'interaction entre le fluide et la seringue est clé pour comprendre comment le dispositif se comporte réellement. Donc, on constate une augmentation des analyses d'interaction fluide-structure pour optimiser le design des seringues et les aiguilles en fonction du médicament à délivrer. Donc le but est d'atteindre ici la bonne vitesse de sortie, la bonne relation effort-déplacement et de limiter les fuites. Donc, un des challenges ici, c'est la différence de taille entre le corps de la seringue et l'aiguille qui rend les approches classiques inutilisables. Par contre, avec nos produits, nos solutions, on est capable de prendre en compte de tels phénomènes. Une autre application que vous avez sur la gauche, c'est le remplissage des seringues. Donc la simulation ici fait intervenir une simulation multiphasique pour mieux comprendre comment le dispositif et le fluide influencent le temps de remplissage, mais aussi les projections éventuelles qui peuvent avoir lieu lors de du remplissage. Donc, pour conclure un petit peu sur l'aspect technique, pourquoi la simulation doit être utilisée dans le domaine des sciences du vivant? Donc, tout d'abord, c'est pour réduire les coûts de développement avec une réduction du nombre de tests à effectuer et notamment une réduction des essais cliniques sur les humains ou sur les animaux. L'idée, c'est de faire juste la première fois. On a aussi une réduction du temps de développement avec moins de cycles et chaque cycle qui soit plus court. Réduire les risques, à la fois pour les essais cliniques sur les patients ou sur les animaux, réduire les effets indésirables et les contre-indications, minimiser les risques de rejet par les autorités régulatrices ou minimiser les rappels de produits lors de la commercialisation. Et au final, on a aussi la possibilité d'améliorer le produit. Avec la simulation numérique, vous allez avoir un champ d'innovation qui est beaucoup plus large parce que vous allez pouvoir tester beaucoup plus de solutions et de manière plus rapide. Et au final, vous allez pouvoir améliorer les résultats obtenus sur les patients et pourquoi pas personnaliser votre dispositif sur chaque patient. Donc, voilà pour cette partie. Je laisse la parole à Adrien qui va conclure sur ce webinaire. Merci Philippe pour la présentation. Du coup, je vais partager mon écran également. Voilà. Est-ce que Philippe, c'est bon, mon écran? Ça devrait être bon. Tac, je vois pas. Hop. C'est bon, c'est bon. Parfait. Du coup, pour finaliser ce webinaire, je vais juste présenter rapidement Keonis. Et ensuite, on verra pour les questions. Donc, n'hésitez pas à commencer à taper vos questions dans le petit onglet, du coup, c'est questions qui est à droite. Et comme ça, nous pourrons vous répondre directement. Alors, pour présenter rapidement Keonis, donc Keonis, c'est une ancienne spin-off de Dassault Systèmes. Donc, Keonis a été créé en 2008 et nous avons fusionné avec Cenit en 2017 pour devenir le premier vendeur des produits Dassault Systèmes européens. Donc, nous sommes certifiés pour Education Partner, donc pour tout ce qui est formation, et voilà. Donc notre rôle à nous, l'équipe simulation chez Keonis, donc on est 8 experts actuellement. Le but de
notre activité, c'est de vous entraîner sur les produits d'Assosystème, donc via de la formation, vous donner des conseils sur l'utilisation des produits, de vous aider évidemment à l'utilisation de ces produits. Et également, nous réalisons le support niveau 1 sur les produits d'Assosystème. Donc ça veut dire que si vous avez des questions sur l'utilisation, vous nous contactez directement. Et ensuite, nous, s'il y a des bugs par exemple, ou des problèmes à remonter dans ce système, on passe directement au support d'Asso niveau 2. Donc voilà, c'était une petite présentation. Si vous voulez en savoir plus sur la simulation chez Keonis, nous avons un site dédié donc, qui est le www.keonis.com/simulation, sur lequel vous retrouvez les différents produits que nous distribuons. Vous retrouvez également une base de connaissances avec des petits articles techniques sur les produits, des tutoriaux, et également vous retrouvez la diffusion de tous les webinaires en replay que nous avons réalisés dernièrement. Donc vous pouvez juste cliquer sur le lien, vous vous inscrivez, vous recevez un lien pour visualiser le webinaire. Donc ce webinaire sera disponible, je pense, d'ici la fin de semaine sur notre site. Vous pourrez le regarder. Donc nous réalisons des webinaires 2 fois par mois, donc le mardi généralement à 11h30 à midi, donc celui-ci est un peu plus long aujourd'hui, donc à la fois sur les produits, sur les domaines de la simulation, du design ou du system engineering. Alors le prochain webinaire n'est pas dans 15 jours parce qu'il y a les vacances et le mois de mai qui est un peu compliqué. Du coup le prochain aura lieu le 14 mai, donc à 11h30 sur tout ce qui est la simulation des batteries. Donc je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Du coup, c'est tout ce que je voulais présenter. Est-ce que vous avez des questions du coup? Pour l'instant, je vois aucune question dans le chat. Ah si, j'ai une question. Alors, Philippe, alors j'ai la question, je te la lise, tu peux répondre du coup. Une partie importante de l'utilisation d'un modèle élément fini, en particulier pour le développement d'un dispositif médical, et l'activité de vérification de validation du modèle. Comment effectuer cette validation d'un phénomène qui n'est pas mesurable autrement que numériquement? Donc si je comprends bien, oui c'est ça, c'est vrai que des fois on a des dispositifs qui sont implantés dans un corps humain et c'est difficile du coup à mesurer le comportement et comment est-ce qu'on peut le valider en fait, au final. Alors là c'est une bonne question. Tous comment ça s'appelle, les dispositifs médicaux ont forcément, avant d'être sur le marché, des phases de tests sur animaux, où on peut voir normalement par la suite avec les images, les scans, les IRM ou après opération, voir le résultat. Par exemple, pour les dispositifs cardiaques, on travaille beaucoup avec les moutons pour simuler les phénomènes et on cherche à modéliser ce qui se passe sur un animal à appuyer sur l'être humain. Donc on valide quelque part le modèle avec l'animal et on en tire les conclusions pour l'être humain. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse quelques petits instants. Et sinon, on est plutôt dans les temps, il est midi du coup. Ne voyant pas d'autres questions arriver, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vous remercie tous de votre participation et je vous souhaite du coup un bon appétit. Merci bien. Merci Philippe. Merci, au revoir.